D'enquête prouve à suffisance. Si la commission d'enquête n'a pas abouti, est-ce la faute à M. Camara? J'ai manifesté ma volonté. Si cette volonté, dans le cadre de l'enquête, comme vous le dites, si ça n'a pas abouti, est-ce ma faute? Non. Ok. Est-ce que vous savez que M. Sidya Touré a été entendu par le pool des magistrats et instructeurs? Vous le savez? Oui, maître, c'est pour cette raison j'ai beaucoup de respect pour cet homme, pour beaucoup de raisons. Et si vous voulez aller dans ce contexte, du moment où il a été entendu, mais avoir peur de qui? On ne peut seulement qu'avoir peur de Dieu. D'autres questions? Ok. Voilà. Et vous savez que devant le pool des magistrats et instructeurs, M. Sidya n'a nullement fait état de ces éléments qui se trouvent sur l'audio que vous avez fait déposer au débat ici. Vous le savez? Mais ça prouve à suffisance que la manifestation de la vérité n'est pas là. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité. S'il ne l'a pas dit, c'est pas au moment. C'est pas au moment. N'est-ce pas? S'il vous plaît, maître. Ok, finissez. Allez-y. Je dis bien, maître. Même lorsqu'on n'aime pas le chien, il faut reconnaître que le chien a des dents qui sont très blanches. Alors, comme pour dire, ça peut faire mal à ceux qui peuvent le penser, mais ce qui est important pour moi, si au moment où, comme vous le dites, il a passé devant les juges d'instruction qui ne l'a pas dit, et au dernier moment, moi je ne peux pas donner des qualificatifs par rapport à ça. D'autres questions? Okay. Monsieur Camara, dès lors que M. Sidya lui-même n'assume pas ses propos, il dit à son correspondant au bout du téléphone, ne citez pas mon nom, ce qui veut dire qu'il s'agit là des déclarations non assumées. Dès lors qu'il n'en a pas non plus fait état devant les magistrats instructeurs, alors pensez-vous que on peut accorder un quelconque crédit à des déclarations? Bien sûr. Des déclarations non assumées? Bien sûr, on peut accorder, peut-être vous ne pouvez pas accorder ce crédit. Mais moi, qui suis concerné, je dis que à des moments donnés de la vie d'une nation, il faut avoir le courage. Une autre question? Ok, je continue. Je ne sais pas si vous avez aussi écouté et réécouté, et si vous avez suivi également, comme moi, la lecture à haute et intelligible voix des propos attribués à M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Alors, il est question de correction des 24 points relatifs aux anomalies et liées à l'élection présidentielle de 2010 qui ont été corrigées ici et dans l'intérêt de tous les candidats à l'élection présidentielle. Alors, et avec bien entendu la volonté
du président par intérim d'alors, M. Sekouba Konaté. Et dans ces conditions, alors, puisque ça visait à corriger des anomalies, est-ce qu'on peut considérer cela comme étant la preuve d'un complot contre votre personne, alors que vous n'étiez pas candidat à cette élection? Non, si on ne parle pas en ce moment de complot, c'est la suite de tout ce que j'ai eu à dire ici, qui prouve à suffisance que l'objectif recherché par Sekouba, ce n'était autre que me trahir, se saisir du pouvoir, et gérer la transition, faire de cette transition, donner le pouvoir à qui il voulait. Si vous ne voulez pas comprendre ça, tant mieux. Moi, c'est dans l'objectif. Tout ça, c'est la suite. Étiez-vous candidat à cette élection pour Ici, parler de complot résultant de la correction des anomalies qui affectaient le scrutin? Pouvez-vous vous en prévaloir? Je voulais juste prouver, je voulais juste prouver la moralité. Ce n'est plus le complot, la moralité. Ensuite, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. J'ai été clair. Si vous ne voulez pas, c'est votre façon de comprendre aussi. Une autre question. Voilà. Et en répondant à l'une des questions posées ici par votre défense, qui cherchait à démontrer que président de la République, certes vous étiez au sommet de la hiérarchie militaire, mais vous ne pouvez pas être informé de tout ce qui s'est passé. Vous l'avez dit ici, vous le maintenez? Oui, maître, je maintiens et je réitère que être président ne signifie pas que vous pouvez tout savoir. Je maintiens, maître. Ok. Alors, mais si vous n'en êtes pas informé, si vous n'avez pas une information relativement à une situation donnée, on peut comprendre. Mais dès lors que vous avez des informations, n'est-ce pas, vous devez prendre les dispositions qui sont les vôtres. Lesquelles informations, maître? Non, répondez d'abord à la question, après je vais... Oui, si vous avez l'information, on peut prendre des dispositions. Très bien. Mais si vous n'avez pas l'information... Alors, et je veux dire que dans cette affaire, la hiérarchie militaire vous a fourni toutes les informations. Toutes les informations. Le ministre de la Sécurité est passé vous rencontrer par 2 fois. Le ministre de la Sécurité vous a parlé de la présence des camions militaires où des corps ont été décomptés en présence d'autres militaires devant la résidence du feu général Lansana Conté. Vous avez reçu cette information. Le ministre de la Sécurité a fait autant. Vous avez M. Sano, qui était le chef d'état-major. Celui-ci aussi a eu à vous fournir les mêmes informations. Il dit qu'il se faisait même accompagner par le directeur. Alors, quel usage avez-vous fait de ces informations relativement à la gestion des corps? Je n'ai pas reçu ces informations. Et pour vous dire en toute sincérité, vous savez, je l'ai dit ici que une personne déjà qui n'est plus dans ce monde si bas, ce serait un peu difficile de parler. Et je dis, si effectivement, par rapport à toutes ces contestures, je le jure, connaissant les hommes avec lesquels
l'avènement du pouvoir est venu, où d'autres n'étaient pas, d'autres étaient frustrés. Je sais, les gens auraient même eu l'occasion de prendre ces véhicules envoyés au camp Al-Fayha pour me mettre devant les faits accomplis. Vous pouvez comprendre ça, vous pouvez ne pas comprendre. Cette audace, je le sais. Mais si cela n'a pas été fait, si cela n'a pas été fait, maître, et je n'ai pas eu ces informations comme vous le dites, ces personnes ne sont pas là, ou la personne n'est pas là aujourd'hui, j'aurais répondu la même chose. Même ceux qui sont vivants. Mon capitaine, s'il vous plaît, permettez-moi, s'il vous plaît, non, comme vous dites que c'est non seulement il y a des informations provenant du feu général Toto, lesquelles informations se trouvent au dossier, moi je n'invente rien. Vous avez des informations provenant également du ministre de la Santé publique versées au dossier, des informations provenant de votre chef d'état-major général versé au dossier, les mêmes des informations provenant du général Edouard Théa relativement à la présence de ces camions militaires versés au dossier. Vous avez des informations venant du capitaine Amadou Kondé également versées au dossier qui font état de façon concordante et indiscutable des mêmes informations, et lesquels vous ont été remontés par le chef d'état-major général. Il a dit, et quel usage vous en avez fait en termes de disposition en tant que commandant en chef des forces armées. C'est ce que je veux savoir. Maître, je suis en train de vous dire, ces informations que vous faites allusion, ce sont des informations que je ne dis pas que ce que vous dites ou que les informations ne sont pas vraies. Je dis bien, ces informations, je ne les ai pas reçues. Le cas du ministre de la Santé que vous faites allusion, c'est clair. Le ministre de la Santé, le nombre de corps, les 57, il a dit devant le tribunal. Et les autres informations que vous faites allusion, personne n'est venu me voir pour dire, voilà, il y a des camions qui sont au camp Samori. Ce sont des informations. Ok, bon, ça c'est compris, on va avancer. Je voudrais savoir, puisque il relevait de vos attributions en tant que président de la République d'alors, de nommer les membres du gouvernement, mais aussi de prendre un décret pour fixer leurs attributions. Avez-vous pris un ou des décrets pour fixer les attributions de vos différents ministres, comme on l'a connu sous le règne actuel du CNRD? Vous l'avez fait? Je ne saurais répondre à cette question, maître. L'avez-vous fait, oui ou non? Parce que c'est extrêmement important. Vous savez, il y a toujours votre défense qui nous inspire. On a eu à parler des délégations de pouvoir. On a eu à soutenir que vous, en tant que président, vous êtes délégant et que vos ministres sont des délégataires. Mais il faudrait que les conditions de la délégation soient claires et précises. Et ces conditions de la délégation ne peuvent résulter que des attributions clairement définies par vous. Avez-vous pris des décrets
Hein? Dans ce sens, c'est pourquoi je pose la question. Non, maître. Ici, nous sommes dans un cadre très précis concernant les événements du 28 septembre. Deux ministres qui ont assumé leur rôle. Le ministre de la Santé, je n'avais pas besoin d'apprendre le rôle du ministre de la Santé, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux à l'époque, qui a aussi pris des dispositions. On parlera du ministre de la Justice, mais pour le moment, moi, mon problème est au niveau de la définition des attributions de vos ministres. Est-ce que vous avez eu à prendre un acte ou des actes dans ce sens? C'est ce que je veux savoir. Je ne peux pas vous faire des démonstrations par rapport aux attributions. Je ne saurais vous le dire, maître. Ok, merci. Alors, dans ces conditions, et savez-vous qu'en dehors d'un tel décret ou d'un acte ou des actes définissant clairement les attributions des membres de votre gouvernement, qu'aucun ministre ne saurait répondre dans vos lieux et places d'une quelconque délégation, parce qu'en droit, la délégation ne se présume pas, elle doit être prouvée. Maître, j'estime que c'est aussi élémentaire que ça. Quand on parle de délégation de pouvoir, ça veut dire quoi? D'un chef d'État. Il y a plusieurs départements. Est-ce que le chef de l'État, dans la coordination de la gestion de l'État, est-ce qu'il peut s'occuper du ministère de la Santé? Est-ce qu'il peut en même temps s'occuper du ministère de la Justice? Ainsi de suite. Parce que on parle de délégation de pouvoir. Le ministre lui-même, quelqu'un ne viendra pas dire que bon voilà, je suis ministre, j'occupe tel poste. Si l'intéressé occupe un poste, il sait à quoi il doit faire. Donc c'est aussi élémentaire que ça, en matière de délégation de pouvoir. Ça veut dire que le chef de l'État qui est là ne peut pas faire toutes les fonctions de tous les départements ministériels. Ce n'est pas aussi élémentaire que vous le pensez. On a vu votre ministre de la Sécurité présidentielle qui a été incapable de nous dire quelles étaient ses attributions, qui parfois il s'érigeait en officier de police judiciaire, parce que vous n'avez pas préalablement défini les attributions qui devraient être pour chacun des ministres. Donc on va continuer, et je crois que cette question, on en a largement discuté. Alors, vos avocats ici ont eu à mettre à votre actif la création des commissions d'enquête nationales et internationales. Êtes-vous d'accord avec eux? La commission d'enquête nationale et internationale, oui. C'est vous qui êtes à l'initiative? C'était à mon initiative. Ok, d'accord. Et la commission d'enquête internationale? C'est moi qui ai sollicité de faire appel à la commission internationale et nationale. Voilà. Donc, vous assumez que vous êtes bien celui-là qui a fait appel à toutes ces commissions. Dans ces conditions, alors ne trouvez-vous pas contraire
la démarche de vos avocats qui articulent déjà des griefs contre le rapport de la commission d'enquête internationale. Oui, maître, j'ai été clair ici. J'ai dit des avocats que vous êtes, tous tant que vous êtes des professionnels. Le professionnalisme signifie beaucoup de choses. Si un avocat, ça peut être mes avocats, ça peut être de la partie civile ou de la défense, s'ils arrivent à porter du doigt certains passages par rapport à une quelconque commission nationale et internationale, il sait pourquoi il le fait. Et certes, il aura l'occasion de dire pourquoi il a fait, parce que c'est le professionnalisme. Je ne peux pas réfléchir ou penser à la pensée des avocats. Moi, je ne dis pas nous, moi, je suis un accusé. J'ai affaire à des professionnels. Monsieur Camara. Oui, maître. Vos avocats ont également fait état d'une ordonnance portant création de la commission d'enquête nationale qui date du 30 octobre 2009. En même temps, ils ont fait état d'un décret signé, c'était à la même date, portant nomination des membres de cette commission. Oui, maître. Voilà. Et alors, vous reconnaissez bien que c'est bien le 30 octobre 2009 que vous avez signé ces actes? Oui, maître. Très bien. Saviez-vous que les membres de la commission d'enquête nationale n'ont prêté serment que le 2 novembre 2009? Bon, le serment, je ne le sais pas, mais ce que je sais, oui. J'ai créé la commission. Ok, voilà, pardon, c'était le 3 du juin. C'est ce qui ressort de la lecture de la page 5 du rapport de la commission nationale d'enquête indépendante. Oui, maître. Page 5, les membres de la commission ont prêté serment le 3 novembre 2009. Oui, maître. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question, puisque au moment où le massacre du 28 septembre 2009 a été commis, la République de Guinée avait des textes de loi. La République de Guinée avait des services de police judiciaire compétents en matière d'enquête. Alors, pouvez-vous nous dire, entre le 28 septembre 2009 et le 3 novembre 2009, date à laquelle les membres de cette commission ont eu à prêter serment pour pouvoir ouvrir les enquêtes autour de ces dossiers, quelles étaient en ce moment les institutions judiciaires qui étaient en charge des enquêtes avant cette date? Oui, maître. Une commission, lorsqu'on émet une idée, lorsque j'ai émis cette idée pour la création de la commission, le ministre garde des Sceaux devrait procéder à la sélection des membres qui devraient composer cette commission, étant compétents. Alors, donc, moi, j'ai joué mon rôle, maître. Mon capitaine, Oui. Ne trouvez-vous pas qu'il s'était écoulé, pour ne pas dire, je ne dirais pas assez de temps, mais trop de temps, entre la commission des infractions
et l'ouverture des enquêtes. Les crimes ont été perpétrés à la date du 28 septembre. Mais les membres de la commission n'ont prêté serment que le 3 novembre. Alors, durant tout ce temps, et pendant ce temps, vous avez restitué les corps. Pendant ce temps, aucune enquête n'a été menée, aucun rapport d'autopsie. Et pendant ce temps, c'est vous qui venez devant la presse pour dire que les cas de mort survenus, c'est par voie de bousculade, c'est par voie d'asphyxie. C'est vous qui expliquez ça. Alors, pourquoi avez-vous empêché que les enquêtes soient ouvertes dès les premières heures de ces crimes? Mais maître, je n'ai pas empêché. J'avais un ministre de la Justice et j'ai pris la volonté. Pourquoi il n'a pas fonctionné? Il y avait la justice, pourquoi il n'a pas fonctionné? Mais maître, elle n'a pas fonctionné. non, je pense que... Et pendant ce temps, toutes les preuves ont été dissimulées. Le stade a été nettoyé. Oui, maître, laissez-moi aller au bout de mes Oui, allez-y. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Ok. Moi, j'ai eu la volonté, j'ai donné des instructions au ministre, la création d'une commission nationale parallèlement à la commission internationale. Alors, je ne suis pas technicien. Je ne suis pas un procureur. Je ne suis pas un juge d'instruction. Si il y a eu du temps, est-ce ma faute? Non. Si. Mais c'est vous qu'on voit à la télé, animant un point de presse, en train de dire il y a eu des morts par tel, quel service? Permettez-moi. Parce que les dispositions du Code de procédure pénale, vous êtes là, en train de faire le travail des enquêteurs, vous ne pensez pas que... Par rapport au cas, par exemple, des corps qui étaient déjà à la morgue, il était un devoir pour moi, en fonction, je n'ai pas inventé. Je lui ai demandé. Et le cas des tirs à balles réelles ou des cas de bousculade, référé à son compte rendu. Monsieur Camara, je voudrais vous dire que même dans un quartier, dès qu'on découvre un cadavre, le citoyen lambda sait qu'on doit faire appel à la police pour des fins d'enquête. On n'a même pas besoin d'être juriste pour ça. À plus forte raison, être président de la République. Et vous avez eu à vous, en écartant complètement les autorités judiciaires, c'est après avoir procédé à la restitution des corps, après avoir nettoyé le stade, après avoir tenu votre point de presse au cours duquel vous pointez un doigt accusateur sur les leaders comme étant les responsables de ce qui est arrivé, que vous avez mis en place votre commission d'enquête. Est-ce que le peuple comprendra ça, mon capitaine? Oui, si vous dites le peuple, je pense que la loi, les juges comprendront ça, les procureurs comprendront ça. Moi, je n'avais pas affaire à un policier, comme vous le dites, dans le quartier. C'était un problème national. Et à ce que je cherche, les policiers ou gendarmes, c'est des auxiliaires de la justice. Alors,
Moi, j'avais affaire avec la haute hiérarchie judiciaire, d'où le ministre de la Justice lui donnait des instructions, prendre des dispositions pour les enquêtes. Donc, capitaine, on va continuer. Alors, je retiens que simplement la justice n'a pas fonctionné. Vous l'avez empêché de fonctionner pendant cette période. Alors, je vais continuer. Vous avez mis en place cette commission d'enquête. Mais, vous, pourquoi vous ne lui avez pas facilité le travail? Pourquoi? Mais maître, il n'y a pas un seul citoyen, et la liste que j'ai fait état devant le tribunal ou le président, j'ai demandé si je pouvais citer la liste des éléments. Vous ne trouverez aucun élément, aucun. J'ai fait une ingérence où je les avais empêchés de ne pas faire leur travail. Maître. Mon capitaine, je voudrais relever, et ce n'est pas moi, c'est le rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante en sa page 7, où il est clairement mentionné que vous n'avez pas accepté d'être entendu par la commission. Et vous savez que lorsque, en tant que premier magistrat, vous participez, vous prenez l'initiative de la mise en place d'une telle commission, vous aurez dû être le premier à donner le bon exemple. Pourquoi vous n'avez pas accepté d'être entendu par cette commission? Pourquoi? Non, maître. Si j'ai accepté m'entretenir avec la commission, une commission internationale, qu'est-ce qui pouvait m'empêcher dans mon pays que de refuser que je puisse, qu'on puisse me demander la preuve. Et quand je n'étais plus là, cette commission a bel et bien travaillé, et la suite, je l'ai suivi sur les mass médias. L'aboutissement et la fin de leurs travaux. Mon capitaine, et lorsque vous prenez la page 7 du rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante, il ressort clairement ceci. Au nombre de difficultés rencontrées par elle, l'impossibilité pour la commission nationale d'enquête indépendante d'auditionner le président et le lieutenant Boubacar Sidiki Diakité Ditumba, qui figurait pourtant dans le programme de la commission nationale d'enquête indépendante. Vous voyez, ce n'est pas une invention de ma part. Ensuite, mon capitaine, puisque on vient de finaliser. Ensuite, est-ce que vous saviez que votre attitude consistant à vous ériger déjà en avocat de ceux qui ont perpétré ces crimes odieux et en donnant même le bilan et en tirant à balles réelles sur tous ceux qui voudraient soutenir une thèse contraire, que cela a fini par amener tout le monde à ne plus avoir confiance en vous et encore moins à cette commission d'enquête nationale que vous avez mise en place, raison pour laquelle il y a eu des méfiances à l'égard de cette commission. Vous le savez, les citoyens se sont méfiés de cette commission à cause de votre attitude. Vous le savez? Ce que vous dites, oui? Ce que vous le dites. Est-ce que vous savez que toutes les corporations, unanimement, ont refusé de siéger à cette commission? Vous le savez? C'est l'une des explications. Vous le savez?
De toutes les façons, le barreau y compris. s'il vous plaît, maître, Oui, ce qui est le plus important, oui, c'est ça. si tous les éléments n'ont pas voulu siéger, ce n'est pas... Vous pouvez me laisser répondre à... Vous pouvez y aller, allez-y. Voilà, vous dites que... Vous-même, vous le dites. Est-ce... C'est moi qui aurais obligé les femmes victimes ou violées d'insister de venir voir la commission du moment que je n'ai vu aucune femme ou aucun groupe de femmes me dire qu'elles ont été violées et voilà, on a des problèmes. Est-ce là ma faute? Non. Un président doit assurer par ses gestes et paroles. Je continue. Alors, et en raison de tout ce qui prévalait à l'époque comme menace, est-ce que vous n'avez pas reçu des pressions qui ont réellement abouti contre votre volonté à la mise en place de la commission d'enquête internationale? Des personnes... Question, reprenez là. Oui, non, je demande. Et puisque lui, il ne rassurait plus, ni lui, ni sa commission d'enquête nationale. Alors, il y a eu des pressions. Hein? Est-ce que ce ne sont pas ces raisons qui ont prévalu à la mise en place de la commission d'enquête? Si cette commission internationale ou la communauté internationale n'a eu aucune Commission d'enquête. si cette commission internationale ou la communauté internationale n'a eu aucune pression, aucune influence pour pouvoir prendre cette décision. C'est moi qui ai pris la décision sans aucune pression à l'intérieur ni à l'extérieur, maître. Laissez-moi vous en fournir la preuve contraire à travers un acte qui a été produit ici par votre défense et dont mon éminent confrère, Maître Ahmad Diesba, avait fait état la semaine dernière. Et il ressort clairement des points contenus dans ces documents. Je parle plus précisément de la page 2 de ces documents et en son point 1.8, commission d'enquête internationale. Les deux parties souscrivent pleinement à la création par l'Organisation des Nations Unies d'une commission d'enquête internationale chargée de faire la lumière sur les éléments de septembre 2009 et s'engage à faciliter le traitement judiciaire des actes de violence ayant entraîné des morts, des blessés et des destructions de biens. Elle s'engage à coopérer avec la commission d'enquête internationale. Donc, vous comprenez que, contrairement à ce que vous dites, c'est cela la réalité. On poursuit. Et à présent, je voudrais, mon éminent confrère va accepter de communiquer un article d'un journaliste investigateur et du nom de Abdullah. Vous donnez copie. Pardon. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais qu'il distribue ça. Alors, merci bien, cher confrère. Alors, et ce journaliste a eu
à recevoir l'un des éléments du salon de votre aide de camp, Monsieur Aboubakar Diakité Ditumba. Alors, il se trouve qu'il s'agit de l'adjudant-chef qui se nomme Nabi Issa Touré dit Bangolé. Vous le connaissez? Nabi Issa Touré dit Bangolé. dit Bangolé. non, mais Ok, voilà. Et il a accordé une interview au journaliste Abdou Latif Diallo. Je voudrais que nous en parlons un peu, Monsieur le Président. Alors, dépêche Guinée. L'adjudant-chef Bangolé revient sur la mort atroce de Bégré et Jeannot Destin. Interview exclusive. De nombreuses spéculations gravitent autour de la mort de Bégré et Jeannot Destin, alors que leurs familles respectives n'ont jamais pu se recueillir sur leur tombe depuis leur disparition en 2009. Dans une interview exclusive, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, un de leurs co-détenus, lève un coin du voile sur la mort cruelle de ses amis. Alors, comme première question de dépêcheguinée.com, merci de vous présenter à nos lecteurs. Et l'adjudant-chef Nabi Issa Touré répond: je suis l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bangolé, commando chinois, ex-garde du commandant Toumba Diakité en 2009. Vous faisiez partie, deuxième question, vous faisiez partie des éléments de la garde du salon du commandant Toumba Diakité en 2009. À ces titres, avez-vous participé aux événements du 28 septembre? Non. Le jour de la marche du 28 septembre, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité avait laissé la consigne à tous ces éléments de ne pas bouger. Donc, nous étions tous en place. À partir de ma position, j'ai vu Marcel et son équipage bouger pour sortir du camp. Et une heure après, nous avons vu le commandant Toumba, qui était couché, descendre. Il a pris sa voiture avec Formo et ils sont partis. J'ai informé Jeannot Destin, qui était le commandant du salon de Toumba, que le patron est sorti. On a ainsi pris une voiture pour le rattraper, mais on ne l'a pas vu, puis on s'est retourné. Autant dire que vous n'avez pas été au stade. Non, on s'est limité à l'aéroport pour ne pas le désobéir, puis on s'est retrouvé au stade. Alors, et en lisant ces documents, vous comprenez que M. Aboubakar Diakité Ditumba était bel et bien sorti avec M. Foromo, oui ou non? c'est la question. Oui, première question. C'est votre client qui l'a dit, qu'il est sorti avec Foromo. Je ne peux pas répondre à sa place. Très bien. Et vous comprenez également que, comme M. Aboubakar Diakité Ditumba, il a eu à dire ici que ces derniers confirment également que lui-même, il avait demandé à tous ces éléments de ne pas bouger, de ne pas sortir ces jours. Vous comprenez cela? Oui, maître, je n'ai pas de commentaire. C'est une déclaration, je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne peux pas parler à la place du monsieur qui est en train de... que vous êtes en train de retracer comme c'est dit. Ok. On va continuer. Lorsque vous prenez, vous poursuivez, et la troisième question, vous n'êtes pas en train de couvrir votre patron par hasard? Non, pas du tout.
Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. À cause de lui,